TypeScript version 5.4 ainsi que la 4e édition du livre Eloquent JavaScript. Bienvenue dans les actualités de la semaine du lundi 11 mars 2024. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Cette semaine, on va commencer par parler de TypeScript 5.4, bien évidemment. Donc il n'y a pas de grosses nouveautés, mais il y a quelques petites améliorations intéressantes pour nous donc en tant que développeurs. La première, c'est un meilleur typing, notamment dans le fait d'avoir des types qui vont changer de type, mais dans le cas de closure, donc dans le cas de fonctions en fait, qui vont arriver après et qui vont utiliser une variable en question. Donc dans ce code-là, je vais un peu plus le zoomer, en fait on a une fonction getURL qui va prendre deux paramètres. La première c'est un objet ou une chaîne de caractères URL, vous voyez que ce soit string soit l'objet URL, et ensuite un array de noms en fait, donc tout simplement des noms. Et en fait ces noms-là, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller dans les query parameters de l'URL. Et donc ce que l'on va renvoyer, ça va être un array de toutes ces URL-là, avec à chaque fois le nom qui va changer et qui va être le premier élément, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Donc voilà, ça va renvoyer ces différentes URLs-là. Et donc comment ça se passe? Puisque ici on utilise url.searchparams.set pour mettre en place le query parameter name, eh bien il faut que URL soit effectivement un objet de type URL en fait. Il faut que ce soit une instance d'URL. Et donc ici on va d'abord checker si c'est une chaîne de caractères, parce que si c'en est une, alors on va instancier le nouvel objet URL. Et si jamais ça ne l'est pas, alors on garde l'objet URL qui est passé. Et ce qui se passe, c'est qu'actuellement, dans les versions inférieures à 5.4 de TypeScript, eh bien, TypeScript nous disait qu'il y avait un problème, que URL, en fait, eh bien, il n'était pas sûr qu'il était, eh bien, de type URL. Il pouvait toujours être de type string. Alors que dans ce cas ici, eh bien, ce n'est pas possible, en fait, parce que à l'instant qu'on arrive dans le names.map et qu'on fait toutes les fonctions, eh bien, la seule possibilité pour URL, on le sait en tant que développeur, c'est que ce soit, eh bien, une instance d'URL, non pas une chaîne de caractères, parce qu'on a fait ce petit if ici. Mais lui, puisque là, il est dans une autre fonction qui est différente en fait de la fonction principale ici, il se dit que peut-être qu'il y a eu d'autres opérations qui ont été faites, donc eh bien, je ne peux pas de manière sécurisée dire que le type est celui-ci, alors que c'est le cas. Donc dans la version 5.4 de TypeScript, c'est résolu. Maintenant, ça marche, il n'y a plus ce petit truc-là. TypeScript est conscient que URL ne peut que être une instance de URL grâce à cette petite condition juste ici. Néanmoins, il faut quand même faire attention. Comment ça marche exactement? En fait, ça marche en regardant s'il y a eu une autre déclaration. Donc si après la dernière déclaration où du coup là le type sera toujours, enfin dans ce cas-là, le type sera toujours une instance de URL, si entre les deux ici il y a une autre définition de la variable, une autre assignation de la variable URL, alors là il dira non c'est bon, c'est plus sûr. Cette assignation, elle peut même se faire sous la forme de la valeur est égale la valeur elle-même. Et dans ce cas-là, il ne sera plus sûr. Il ne sera plus sûr que ce soit le même type, parce que justement il y a eu une autre assignation entre le dernier type qui a été défini et là le moment où on veut vraiment utiliser le type défini. Donc voilà un peu comment ça marche, mais en tout cas maintenant ce code là il marche. Autre chose, un nouveau utility type. Alors, ce nouveau utility type, il s'appelle noInfer. Donc, ça veut dire pas d'inférence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là, en fait? Eh bien, imaginez cette fonction. On a une petite fonction createStreetLight qui va prendre en paramètre différentes couleurs et qui va également prendre un autre paramètre avec une couleur par défaut. Donc, ce sera la couleur de base si jamais on précise rien du tout. Et donc ici, vous voyez qu'au niveau donc, du typing, on fait ici un type C donc, au sein de la fonction createStreetLight donc, pour définir qu'il y a un type commun qui va exister et qu'on peut d'ailleurs définir. Et de base, il va extend string, donc ça va être une chaîne de caractères. Ensuite, on dit que colors, eh bien, c'est un array de ce type-là, en fait. Ce type-là qui va être inferred si jamais on ne le précise pas. Inferred, ça veut dire qu'on va prendre le type qu'il y a donc, au moment où la fonction est appelée, et donc on va le mettre dans C. Voilà. Et donc ensuite, default color, ça va être pas un array de C, mais tout simplement C, tout court. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand on va appeler greenStreetLight, eh bien, on va pouvoir faire un array de chaînes de caractères et ensuite mettre l'un des trois, ici par exemple, donc en deuxième paramètre. Le souci étant qu'en fait, actuellement, dans ce typage-là, eh bien, on pourrait mettre une default color qui ne fait pas partie de l'array ici en question. Et ça, c'est un problème.
Pourquoi c'est un problème? Parce que c'est pas ce qu'on veut en fait, tout simplement. On sait que la default color, ça doit être dans les couleurs qu'il y a. Et donc une solution pour ça, c'est de définir un nouveau type au moment où on crée donc la fonction, un type D qui va extend le type C. Donc là ici on comprend bien que donc D doit faire partie de C. Et donc ce type là on le met dans le default color juste après. Et donc si par exemple maintenant on met blue alors que dans le ray il y a simplement red, yellow and green, eh bien ça va pas marcher puisque justement le blue ici, blue n'est pas un extend de C puisque C c'est simplement ces trois types là. Et donc comment résoudre ça? En fait, eh bien, il faut faire en sorte ici que au lieu de créer, enfin, pourquoi ça c'est pas une bonne résolution? Parce qu'on crée un nouveau type D et créer un nouveau type D en plus simplement pour le default color, eh bien c'est un peu trop. Ça marche, mais c'est un peu trop. Il y a moyen de faire plus simple. Et quelle est la manière de faire plus simple? Eh bien, c'est justement de faire un no infer, puisque no infer va faire en sorte donc de pas utiliser l'inference, donc ne pas faire en sorte de prendre le type des paramètres et de définir ce type-là C en fonction du type des paramètres. Ce qui va se passer donc, c'est que ce type C-là, l'inference va se faire seulement en fonction du paramètre color au moment de l'exécution et non pas en fonction du paramètre default color. Donc le type C, il va seulement dépendre de red, yellow et green et non pas de blue, puisque blue, on lui a dit qu'il n'y aurait pas d'inference. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas prendre en compte la vraie valeur lors de l'exécution de la fonction de ce paramètre-là pour ce type-là. Et donc ce noInfer, il sert à ça. Il sert donc à ne pas utiliser ce système d'inference qui était en place avant. Ici, vous voyez qu'on avait C et C, donc ça veut dire que le type C, et il y avait de l'inference qui se faisait selon ce type-là et ce type-là. Donc C, ça pouvait être toutes ces valeurs-là en fait. Et donc ce qui faisait, c'est que si jamais on mettait blue qui ne faisait pas partie des trois valeurs d'avant, eh bien ça marchait quand même puisque l'inference marchait. Le type C, il regardait donc les paramètres qu'il y avait et créait le type C en fonction de ces paramètres-là. Mais là, avec ce nouveau utility type, noInfer, eh bien on dit justement ne regarde pas le vrai type au moment de l'exécution de default color, simplement garde le type que tu as déjà en tête. Et celui que tu as déjà en tête, eh bien il provient en fait des paramètres colors qui sont red, yellow et green. Voilà un peu comment marche l'inference. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Mais bon, voilà comment ça marche et voilà comment on utilise donc ce nouveau utility type. Donc il y a d'autres bien sûr petites nouveautés. Je vous laisse aller voir ça si vous êtes intéressé. Autre chose, c'est la librairie de la semaine. Alors c'est uniquement sous React, il y a une partie Vanilla.js, mais en fait elle est pas très bien dans le sens où il n'y a pas d'UI en fait, donc vaut mieux rester sur React si jamais vous êtes sur React. Et en fait c'est pour faire une sorte de texte area, mais un peu comme à la Notion en fait. C'est très commun maintenant, donc il y a Notion qui fait ça, ensuite il y a eu Tally qui a fait ça, il y a eu d'autres outils qui vont faire ça. En fait à l'instant où on fait slash, eh bien on a tout un tas vous voyez, de choses comme heading 2, numbered list, bullet list, quoi que ce soit, et après on peut faire ce qu'on veut en fait. Et après on peut récupérer tout ça et le mettre dans une base de données ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un éditeur riche et ils appellent ça block-based. Donc effectivement, c'est cette nouvelle manière de faire un peu à la Notion, etc. Et c'est assez simple à faire. Hein. Si on va donc dans les exemples, tac, le basic example, donc qui est celui-là, vous voyez, tout simple, où on fait un petit slash, on rajoute un title, ensuite on fait notre texte, ensuite on fait une petite bullet list, par exemple bullet list, voilà, c'est vraiment super simple. Après on peut même modifier les éléments, les mettre à différents endroits. C'est vraiment super ce petit genre de choses. Et bien c'est simplement quelques lignes de code. Vous voyez que vous importez le CSS, ensuite vous importez vos deux méthodes pour faire ça. Donc il y a le component et il y a le je ne sais plus comment on appelle ça en React, mais voilà cette fonction-là. Et derrière, eh bien, vous allez simplement voir ça qui va être mis en place. Donc je trouve que c'est une superbe librairie. Si c'était sous Vue, et je pense qu'il y a des versions sous Vue, pas cette librairie-là, mais en tout cas des choses comme ça qui existent, eh bien ce serait vraiment quelque chose que j'utiliserais parce que je trouve que c'est une superbe manière de faire de la gestion de texte, un peu de texte area quand c'est assez grand, quand il y a vraiment pas mal de content à créer de la part de l'utilisateur. Donc voilà, bloc-notes, ça peut être intéressant. Dernière chose, c'est la version 4 de Eloquent JavaScript. Alors Eloquent JavaScript, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est un superbe e-book en fait, c'est une sorte de book, voilà, about JavaScript, et en fait ça va parler, ça va vraiment démystifier vraiment comment fonctionne le JavaScript à travers énormément de choses, donc les valeurs, les types, les opérateurs, les fonctions, les data structures comme objet et array, donc comment tout ça en fait s'opère entre eux, etc. Il y a vraiment, ça va assez loin, et moi je me souviens que quand j'avais créé ma formation la vraie compréhension, qui est une formation de JavaScript avancée pour vraiment comprendre comment ça marche, et bien j'avais lu justement Eloquent JavaScript parce que c'était vraiment quelque chose qui allait en profondeur en fait dans la compréhension du JavaScript. Donc ils ont sorti une 4e
4e édition de cet e-book là qui eh bien, remet à jour certaines choses, mais finalement qui va simplement mettre à jour surtout les explications, parce qu'il n'y a pas énormément beaucoup de nouvelles choses en JavaScript qui ont été créées en JavaScript natif. C'est plus les frameworks autour qui vont changer. Le JavaScript, il va augmenter par rapport eh bien, à ECMAScript, il va y avoir quelques nouvelles features, mais la base de la compréhension de JavaScript, comment ça fonctionne en fait, cette partie 1 langage, elle va rarement changer. Et donc c'est ce qu'il y avait dans la formation La vraie compréhension, et c'est ce qu'il y a toujours dans ce livre-là. Et donc maintenant c'est la 4e édition, donc je voulais en parler parce que c'est vraiment un superbe e-book par rapport donc à la compréhension du JavaScript. Et voilà tout donc concernant cette semaine. Je vous mets bien sûr le lien de ces 3 actualités juste en dessous en description. Quant à nous, on ne se retrouve pas cette fois-ci la semaine prochaine car je serai absent, mais la semaine d'après, donc fin mars. Je vous souhaite une très très bonne semaine et un très très bon codage. À très vite.